Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est la suite de notre semaine spéciale Énigme royale que nous propose Franck Ferrand avec aujourd'hui une émission espagnole. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous emmène en effet dans les marges du siècle d'or espagnol, sous le règne tellement brillant, tellement austère aussi du roi Philippe II. Nous allons essayer de résoudre ensemble l'énigme de la mort du prince. Et pour nous guider sur les sentiers rocailleux de ce mystère au cœur de la Castille, j'ai convié une experte de cette Espagne renaissante, Michel Escamilla. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Pierre, qui voudrait connaître les origines de la couleur orange comme symbole des Pays-Bas. Voilà qui, paradoxalement, ne devrait pas nous éloigner tellement de l'Espagne. Pour le moment, nous sommes attendus chez Sa Majesté très catholique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un garçon. Ce 8 juillet 1545 à Valladolid, l'heureuse nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La princesse Marie de Portugal, la femme de l'héritier de la couronne, dont Philippe, vient de donner naissance à un fils qu'on appelle Carlos, comme son grand-père, Charles si vous préférez. Son grand-père, c'est Charles Quint, évidemment. Pour la famille royale, c'est une bénédiction. L'avenir de la dynastie est désormais conforté pour 2 générations. Cependant, disons-le, l'accouchement a été difficile. La toute jeune mère, elle a 17 ans, sort de là complètement épuisée et rapidement, les signes d'une grave infection se confirment. La santé de la princesse suscite bientôt toutes les inquiétudes, des inquiétudes justifiées, puisque quelques jours plus tard, elle rend son dernier soupir. On peut dire que d'ores et déjà et d'emblée, la vie du petit Don Carlos est marquée par un drame. Vous allez voir que ce n'est pas le dernier, loin de là. Je dis ça avec une espèce de sourire sadique, mais vous allez voir, c'est une vie tellement difficile. En effet, les mois passent à la cour d'Espagne et on doit se rendre à l'évidence, le jeune enfant n'est pas tout à fait normal. Son aspect physique est bizarre. D'abord, Don Carlos a une très grosse tête, un peu disproportionnée, une tête posée sur un corps chétif, assez difforme. Il est faible, cet enfant, de constitution maladive, et malgré toute l'attention qu'on peut lui prodiguer, vous l'imaginez bien, il tarde à parler correctement. On peut même se demander assez légitimement ce que va être son avenir. Il faut dire que l'enfant hérite d'un lourd patrimoine génétique. Ses parents sont doublement cousins. La consanguinité est si forte dans son ascendance qu'il ne descend pas comme tout un chacun. J'imagine, chère Anissa, que vous descendez de 16 arrière-grands-parents comme moi. Bon, bien sûr. 16 arrière-arrière-grands-parents, si on monte au 16e quartier. Eh bien, en l'occurrence, lui n'en a que 6. Ça vous donne quand même une en idée. effet. Et pour ne rien arranger, il compte parmi ses ancêtres des figures comme Jeanne la Folle, évidemment, une reine restée célèbre pour avoir vécu enfermée pendant la majeure partie de sa vie en raison d'un état mental dont le moins qu'on puisse dire est qu'il laissait à désirer. Et malheureusement, plus le temps passe et plus les mauvaises dispositions du petit Don Carlos se confirment. Celui qui va devenir l'héritier du trône au moment où son père Philippe II accède à la couronne d'Espagne, vous savez que Charles Quint a abdiqué ses 2 couronnes, notamment celle-ci, la première. Eh bien, ce prince héritier n'est pas seulement contrefait et assez peu vif intellectuellement, il développe aussi un caractère difficile. Voilà ce que nous dit Bernard Boringe. Âgé seulement de 7 ans, il montrait des tendances à la cruauté que ses précepteurs essayaient vainement de réprimer. Il prenait plaisir à torturer les animaux, ouvrant la gorge du gibier encore pantelant. Nerveux et impatient, il était sujet à de violentes colères. Un de ses pages l'ayant un jour contrarié, il voulut le faire pendre haut et court à une fenêtre. Ne sachant comment arrêter cette explosion de rage, ses serviteurs installèrent une potence et, à la faveur de la nuit, trompèrent leur jeune maître en accrochant un mannequin au nœud coulant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'était la meilleure solution à apporter à un problème comme celui-là. Mais enfin, c'est la solution qu'on avait trouvée à l'époque.
Philippe II, le roi et son entourage essaient tant qu'ils le peuvent, de maintenir les apparences. Ils se bercent d'illusions. Une solide éducation, une formation religieuse stricte devrait venir à bout, se dit-on, d'un caractère à ce point difficile. En vérité, rien n'y fait. Don Carlos se révèle chaque semaine plus vicieux, plus acariâtre, et par-dessus le marché, il est d'une fierté complètement démesurée. On peut imaginer l'inquiétude du père, quand même, du roi Philippe II, face à cet héritier. Derrière le masque de froideur et de distance qu'arbore le roi en toutes circonstances, il est très probable qu'il ait partagé entre ses sentiments paternels, tout à fait naturels, et une méfiance, une défiance, devrais-je dire, de plus en plus grande. Quand Don Carlos devient adolescent, la question de son mariage vient à se poser. Quelle grande princesse aura la chance, si j'ose dire, d'être choisie pour devenir l'épouse de l'héritier du trône? On pense à Élisabeth de Valois, la fille du roi de France Henri II. La jeune fille a exactement le même âge que Don Carlos. Elle est, dit-on, d'une grande beauté. Seulement Philippe II, qui devient veuf à 31 ans pour la deuxième fois, décide finalement de prendre cette jeune fille pour lui-même, si je puis dire. Il va épouser cette jeune princesse française de 14 ans. Elle devient donc en 1559 non pas l'épouse, mais la belle-mère de Don Carlos, son ancien fiancé. Vous imaginez que tout ça, évidemment, est compliqué à vivre pour Don Carlos. Pour Philippe, avoir un autre fils devient un enjeu toujours plus pressant. Il s'agit de mieux assurer l'avenir de la dynastie et de plus en plus, peut-être, le roi se dit qu'il y aurait là la possibilité d'écarter à terme Don Carlos. Peu après, en 1562, le jeune prince est victime d'un accident terrible. Alors qu'il est en train de courir, on ne connaît pas tout à fait les circonstances, il semblerait qu'il est en train de courir après une prostituée, il va faire une chute dans un escalier, et vous savez qu'ils sont raides, les escaliers dans cette Espagne du siècle d'or. Il tombe la tête la première, il se frappe le crâne, le coup est très rude, on lui inflige les habituels remèdes de l'époque, les purges, les saignées, etc. Rien n'y fait. Le prince est mal, il est très mal, son état se dégrade, et les médecins vont prendre une grave décision, ils vont pratiquer la trépanation. C'est-à-dire qu'on va lui ouvrir le crâne. C'est une intervention lourde à l'époque, vous imaginez, encore bien plus qu'aujourd'hui, une intervention risquée, traumatisante. Il y va littéralement de la vie de l'enfant d'Espagne et l'on peut dire que le pays entier s'abîme en prière. Un extrait de l'ouverture de Don Carlo par Verdi sur Europe 1. Restez avec nous. Pour la suite de cette semaine consacrée aux énigmes royales, Franck Ferrand aujourd'hui vous raconte l'histoire de Don Carlos, le fils de Philippe II. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, avec vous, Franck Ferrand, on s'intéresse à la vie assez mouvementée du fils de Philippe II, Don Carlos. Alors, on l'a vu, à l'âge de 17 ans, il chute. Une chute assez violente. Du coup, les médecins décident de faire une trépanation. Et voilà. Et le très religieux Philippe II, son père, prie intensément pour le rétablissement de son héritier. Dans un premier temps, le roi peut se rassurer, la trépanation s'est bien passée. Don Carlos a l'air de se rétablir, à peu près, du moins physiquement. Car, en vérité, la folie de l'adolescent ne s'arrange pas. Sa cruauté va même provoquer des scènes quasi irréelles, aggravées par sa santé chancelante. Il multipliait les extravagances, nous dit Bernard Boringe, mutilant volontairement ses chevaux, inventant d'étranges brimades envers ses serviteurs. Un jour, et c'est Brantôme qui nous le raconte, son cordonnier lui apporta des bottes trop étroites. Furieux, il fit découper le cuir en lamelles et passer celles-ci à la pointe
poêle, puis il força le malheureux artisan à ingurgiter ce mets improvisé. Un sujet va faire déraper les relations déjà compliquées entre Philippe II et son fils. C'est la situation très délicate des Pays-Bas espagnols. En effet, là-haut, dans ce qui est aujourd'hui à peu près, grosso modo, la Belgique, un puissant vent de révolte est en train de souffler. On est quand même très loin au nord par rapport à l'Espagne, bien entendu. Il y a des querelles religieuses aux Pays-Bas, bien entendu. On remet fortement en cause la tutelle espagnole et il paraît primordial pour la cour de Castille d'y envoyer des hommes sûrs, solides, pour essayer de mater la rébellion. Problème, dans son esprit malade, Don Carlos, qui relève encore de cette opération et qui est complètement convalescent, Don Carlos a nourri l'ambition insensée, ai-je besoin de vous le préciser, d'aller jouer lui-même dans les Flandres, d'aller jouer lui-même aux Pays-Bas un rôle de premier plan. C'est Ivan Cloulas qui nous le raconte. Don Carlos se met en tête d'obtenir à la place du duc d'Albe le commandement de l'armée des Pays-Bas. S'étant heurté au refus catégorique de son père, il vient rôder autour de la salle du conseil et tente de poignarder un homme qui le surprend. Survenant, le duc d'Albe parvient à maîtriser le prince furieux. Le scandale est grand à la cour et le roi désespère totalement cette fois de voir son fils revenir à la raison. Don Carlos ne s'arrête pas à ce coup d'éclat, il se met à développer toutes sortes de projets de plus en plus délirants. Il a l'intention d'ailleurs de se rendre lui-même aux Pays-Bas et d'y tenir le rang qui, pense-t-il, lui est dû, quitte à entrer dans une opposition farouche vis-à-vis de Philippe II et de ses conseillers, quitte à s'allier même avec des factions rebelles. Il est d'ailleurs possible que l'infant d'Espagne, à cette époque, soit devenu le jouet d'un certain nombre de factions plus ou moins séditieuses et que certains dans l'ombre aient tendance à tirer sur les fils de ce qui n'est qu'en vérité qu'une marionnette. Don Carlos est obnubilé par cette espèce de projet de fuite vers le nord. Il essaie de réunir les moyens nécessaires, évidemment, il lui faut de l'argent. Il essaie aussi de se rapprocher du demi-frère de Philippe II, Don Juan, vous savez, le fameux Don Juan d'Autriche, le bâtard de Charles Quint, dont je vous ai parlé l'autre jour à l'occasion de cette émission sur la bataille navale de Lépante. Il demande l'aide de Don Juan, il lui fait miroiter un rôle de premier plan, le moment venu, et évidemment... Inutile de vous dire que Don Juan d'Autriche n'a pas du tout l'intention d'aller trahir le roi pour aller suivre son neveu maniaque. Alors, il tergiverse, il gagne du temps auprès de Don Carlos et il décide en parallèle d'aller tout raconter à Philippe II. Le roi est stupéfait de ce qu'il apprend, mais il n'est pas véritablement surpris au fond de lui. Il savait très bien ce qui était en train de se tramer. Il est en vérité surtout peiné. Il prend la nouvelle toujours avec cette espèce de recul qui le caractérise et il choisit dans un premier temps de temporiser. Et par ailleurs, à la même période, le roi apprend par un prêtre cette fois que Don Carlos, tout à sa haine, a parlé de le tuer. Ça commence à faire beaucoup quand même tout ça. Le dérapage de trop n'est plus très loin. Il suffirait d'attendre. Et en effet, peu après, l'infant retourne voir Don Juan d'Autriche pour le convaincre, une fois pour toutes, de l'aider dans ses projets aux Pays-Bas. Je cite à nouveau Ivan Cloulas. Carlos, abandonnant toute dignité, supplie à genoux Don Juan de lui donner une galère. Puis devant son refus, il attaque son oncle le poignard à la main. Mais il est trop faible. Don Juan n'a pas de mal à le repousser. Le prince se retire, désespéré, dans sa chambre. Et cette fois, le roi Philippe, qui a peur que son fils prenne la fuite, réunit un conseil pour évoquer la stratégie à mener. Que faire de cet héritier pour le moins instable ? La nuit du 19 janvier 1568, le roi, en armure, accompagné de quelques hommes, se dirige vers les appartements de Carlos, endormi. Ils y pénètrent discrètement, car le prince dort toujours entouré d'armes, figurez-vous. Ils avancent à pas de loup, ils ont le geste délicat et ils s'activent pour éloigner tous les objets les plus dangereux du jeune prince en train de sommeiller. Et évidemment, soudain, Don Carlos entend un petit éclat, hop, il se réveille. On peut imaginer son choc, ses yeux écarquillés, vite remplis de colère, lorsqu'il réalise qu'il y a tous ces hommes dans sa chambre et son père qui est là, dans un recoin de la pièce. Philippe s'avance et l'avertit qu'il doit à présent se conduire en roi et non en père envers lui, raconte Ivan Cloulas. L'enfant saute du lit et cherche à s'emparer de son pistolet, ne le trouvant pas, et pour cause, il jure qu'il finira bien par se tuer,
Ce serait l'acte d'un fou, répond sévèrement Philippe. Mais je ne suis pas fou, s'écrie Carlos, je suis seulement désespéré. Et il pleure et il se roule par terre pendant que son père lui notifie que désormais il restera enfermé dans ses appartements. La détention de l'héritier du trône d'Espagne est un événement retentissant, vous l'imaginez, qui déjà un peu partout suscite rumeurs et interrogations. Mais cette détention ne va pas s'éterniser. En effet, la santé du prince décline. Après 6 mois, on le voit déjà à l'agonie. Et pourtant, le roi ne se rend pas à son chevet. On murmure aussi sur cet aspect, bien entendu. Après bien des tourments, Don Carlos s'éteint le 24 juillet 1568. Il n'avait que 23 ans. Et très vite, la question qui vient agiter tous les esprits, et la question qui nous saute aux yeux, à nous aussi, la mort de cet héritier gênant, la mort de cet héritier dangereux, est-elle véritablement naturelle ? Et c'est une semaine spéciale énigme royale que vous propose Franck Ferrand, avec à chaque fois beaucoup de suspense. Alors si vous venez de nous rejoindre et que vous vous demandez vous aussi de quoi est mort le fils de Philippe II, vous pouvez réagir, poser vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour cette spéciale semaine consacrée aux énigmes royales, nous en sommes à l'histoire de Philippe II. Nous sommes donc en Espagne. Le prince Don Carlos est mort à l'âge de 23 ans. Alors Franck, est-ce que cette mort de ce jeune homme gênant et dangereux est-elle naturelle ? Ce gênant jeune homme. Ce gênant jeune homme est-ce que c'est une mort naturelle ? Eh bien, après le décès de son fils, Philippe II écrit au duc d'Albe, vous pouvez imaginer dans quelle douleur et abattement je me trouve, maintenant qu'il a plu à Dieu de me reprendre mon cher fils. Il est mort en bon chrétien après avoir reçu les saints sacrements et montré du repentir et de la contrition, ce qui est pour moi d'une grande consolation dans mon affliction. Voilà bien un style royal. Ces mots ne semblent pas ceux d'un criminel. Le roi a l'air sincèrement touché par cette tragédie qui clôt la si pénible existence de son fils. De plus, comme le note Michel Escamilla, notre invité, sa mort non seulement plongea le roi dans le chagrin, mais mit la monarchie dans une situation délicate. Il n'y avait plus d'héritier mâle. Certes, il y avait 2 très petites filles qui, en Espagne, pouvaient accéder au trône. Pour ne rien arranger, la jeune reine Élisabeth de Valois, donc celle qui avait dans un premier temps été la fiancée de Don Carlos, Élisabeth meurt cette même année, peu après son ancien fiancé. Tout cela va forcer Philippe II à rechercher une nouvelle épouse pour mieux assurer l'avenir. Concernant la cause précise du décès de Don Carlos, l'ambassadeur de France donne un certain nombre de précisions juste au lendemain de l'événement. Et voici comment il le relate, cet événement, je cite: « La cause de sa mort procède de ce qu'il était souvent 3 ou 4 jours sans manger, et puis il mangeait tant à la fois qu'il n'en pouvait plus, et toujours buvait de l'eau avec la neige en grande abondance, se couchant nu sur les carreaux et faisant maint autres désordres pour mourir jeune comme il est mort. Et par l'excès dernier, il est demeuré 7 ou 8 jours sans vouloir manger sinon des prunes crues, et toujours en buvant l'eau avec neige, c'est-à-dire de l'eau glacée, tout simplement, qu'il l'a rendu si faible que, quand il a voulu manger, il n'a pu. Ainsi, si l'on en croit en tout cas cette version, Don Carlos, dont on connaissait la constitution fragile et les tendances pour le moins démentes, Don Carlos a souffert en prison, enfin en tout cas dans sa réclusion, devrais-je dire plus exactement, de pulsions suicidaires, de profonds troubles alimentaires qui mêleraient ce que nous appelons boulimie et anorexie, autant de problèmes qui ont eu rapidement raison de lui. Pourtant très vite, la rumeur d'une implication directe de Philippe II dans la mort de son fils va se mettre à courir à travers l'Europe. C'est Brantôme, notamment, contemporain des faits, qui rapporte que le roi avait réuni un conseil pour décider du sort de son fils. Plusieurs pistes auraient alors été discutées: la détention à vie, l'éloignement ou
la mort. Alors, vous savez qu'il faut toujours prendre Brantôme avec des pincettes. On est en présence d'un chroniqueur pas très fiable. Mais enfin, selon lui, le roi aurait fini par trancher. Je le cite, Philippe II conclut que le meilleur était le faire mourir. Un matin, on le trouva en la prison étouffé d'un linge, non dit-on, sans avoir avant débagoulé contre son père 1000 injures et exécrations, malédictions et vilainies. Cela dit, il était un coutumier du fait. Alors, je vous le dis, Brantôme n'est pas très fiable dans les détails de son récit. Simplement, l'hypothèse d'un meurtre perpétré à l'instigation de Philippe II n'est pas tout à fait sans argument. D'abord, il faut bien convenir que le mobile existe. Don Carlos représentait une menace, ses projets obscurs aux Pays-Bas, ses liens réels ou potentiels avec des ennemis de la couronne, les menaces qu'il avait plusieurs fois proférées contre la vie même de son père prouvent tout cela. De plus, le roi Philippe redoutait sans doute qu'après sa mort, un homme à ce point dangereux pût monter sur le trône. Que serait-il advenu de l'Espagne, de l'Empire, si Don Carlos avait régné ? Dès lors, peut-être que la confirmation du caractère irréversible de sa démence et l'incapacité tenace de Philippe II à avoir un autre garçon auraient pu pousser le monarque à franchir le pas en faisant disparaître le danger au plus vite. On aurait donné la parole à la raison d'État. Enfin, pour le meurtre lui-même, ayant fait emprisonner son fils loin des regards, vous avouerez qu'il était très facile au roi, éventuellement, de le faire assassiner. D'ailleurs, peut-être tentant de voir un empoisonnement derrière les fameux troubles alimentaires dont on parle toujours. Alors, cette thèse du roi meurtrier, disons-le, a eu un succès tout particulier dans les pays ennemis de l'Espagne, et notamment dans ces Pays-Bas révoltés. Elle va s'intégrer, cette thèse, dans toute une légende noire bâtie autour de Philippe II et sur laquelle nous allons avoir dans un instant tout loisir de revenir. Ça va même inspirer une tradition littéraire, artistique, qui a été représentée avec force par Schiller et, dans la lignée de Schiller, par Verdi, dont nous avons entendu tout à l'heure quelques mesures du sublime Don Carlos. Don Carlos, très loin de ce qu'il a vraiment été, est décrit dans tous ses drames comme une sorte de héros romantique qui aurait été mu par de nobles ambitions, épris d'Élisabeth de Valois, cette princesse que lui avait tout de même volé son père, un père par ailleurs à la réputation si sombre et si tyrannique. Il est sans doute dommage que cette vision romanesque, qui est une vision assez belle et même d'une certaine manière attendrissante, ait un peu étouffé le débat historique sur les causes du décès du terrible Don Carlos. Mais vous savez que lorsqu'un débat est étouffé, nous tentons ici toujours de le ranimer. Bonjour Michel Escamilla, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons, comme vous aurez pu le comprendre, beaucoup de questions à vous poser. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Philippe II a-t-il tué son fils ? Voilà comment on aurait pu appeler l'émission d'aujourd'hui sur ce fameux mystère de la mort du prince Don Carlos. Franck Ferrand, vous recevez pour nous parler de cette histoire Michel Escamilla, professeur émérite à l'université Paris X Nanterre et auteur notamment du siècle d'or de l'Espagne, apogée et déclin 1492-1598, paru chez Talandier. Et oui, ce XVIe siècle extraordinaire qui a vu l'Espagne dominer l'Europe, ce siècle d'or de l'Espagne dont Michel Escamilla nous révèle tous les secrets dans cet ouvrage qui est paru il y a quelques mois. Alors Michel Escamilla, revenons peut-être d'abord en quelques mots sur la vie sinistre de ce pauvre enfant, sur ce Don Carlos qui, dès la naissance, commençait mal dans la vie, si je puis dire. Il avait des difficultés. Oui, en effet, vous avez déjà bien brossé le portrait du personnage. C'est vrai que cet enfant, dès le berceau, a manifesté un handicap à la fois physique et mental, qui semble s'être aggravé. On a parfois mis en cause l'éducation, exclusivement confiée à des femmes au départ. Et notamment après l'accident de 1562 à Alcalá de Henares, donc cette chute et les soins terribles qui s'en sont suivis, il apparaît à l'évidence à travers toute la documentation qui est très bien connue maintenant par les spécialistes du règne, espagnols ou étrangers, notamment anglais. Il apparaît que après cette année 1562-63, la personnalité même du prince devient de plus en plus inquiétante. Oui.
C'est-à-dire qu'il manifeste pendant toute sa jeunesse des signes de plus en plus alarmants, peut-être pas tout à fait de démence, je ne sais pas si on peut parler de démence, mais en tout cas des sauts d'humeur, une cruauté tout simplement qui est assez étonnante. Oui, tout à fait. Il y a des témoignages absolument irréfutables et qui ont été parfaitement, disons, exploités tout récemment d'ailleurs, mais déjà même depuis la fin du 19e siècle, mais plus encore dans ces dernières décennies, et là de façon très scientifique, notamment les témoignages très nombreux des dépêches et des rapports des ambassadeurs, notamment des ambassadeurs italiens, des Vénitiens bien entendu, florentins, etc., de l'ambassadeur de France, Raymond de Fourquevaux, qui a une situation privilégiée étant donné les liens qui existent entre les deux cours, et l'ambassadeur ou les ambassadeurs de Vienne, enfin du Saint-Empire. C'est-à-dire que tous vont dans le même sens et tous nous disent qu'on est en présence d'un sujet impossible et qui, à mesure bien sûr qu'il grandit et qu'il prend de l'importance au sein de la cour, après tout il est l'héritier du trône, va devenir de plus en plus embarrassant. Il n'y a pas d'autres, il a des sœurs, mais il n'y a pas d'autres garçons en tout cas qui puissent... Effectivement, et ce prince, malgré toutes ces limitations dont il était plus ou moins conscient, mais dont son entourage devenait de plus en plus conscient, était également animé, vous avez dit qu'il était extrêmement orgueilleux, d'une arrogance qu'on pourrait dire qui n'a rien non plus d'étonnant dans ce contexte, mais il avait des ambitions démesurées qu'il était évidemment incapable d'assumer. Et c'est ce qui justement est au cœur de cette affaire, ces ambitions qui ont déchaîné sa haine contre son père, auquel il reprochait notamment de ne pas l'impliquer suffisamment dans les prises de décision. Ben oui. Le roi, en 1567, tout au long de l'année 1567 en particulier, et là on en connaît tout le détail, va l'impliquer très étroitement, le faisant même entrer dans le Conseil d'État, qui est alors là le Conseil suprême, qui n'a d'ailleurs pas de président, puisque c'est le roi. Enfin l'empereur, c'est Charles Quint qui l'a créé, puis le roi qui est le président. Donc en l'impliquant. Or, il est évident que il a révélé son incapacité par la confusion, les scènes épouvantables qu'il et peut-être que dans l'esprit de Philippe, cette association aux instances suprêmes du pouvoir était un moyen, en quelque sorte, d'amadouer son fils et de le discipliner. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est même tout l'inverse. Alors, on peut dire, lorsqu'on vous écoute, Michel Escamilla, on peut dire que la personnalité du véritable Don Carlos était très éloignée de la personnalité que lui ont prêté les auteurs romantiques, qui en font presque une victime pure et simple et un jeune homme merveilleux, etc. On est très loin de la vérité historique là. Tout à fait. J'ai sous les yeux une citation courte, je vous rassure, d'Henri Hauser dans La prépondérance espagnole, ce grand historien français, qui dit: sa mort mystérieuse, certes il y a un certain mystère autour de cette mort, devait fournir ample matière aux poètes et aux romanciers, comme vous l'avez si bien dit, qui feront de ce demi-fou une sorte d'Hippolyte, victime des fureurs paternelles. Exactement. Voilà, c'est bien résumé, je crois. Mais oui, c'est ça. Et c'est la dimension tragique d'un destin qui serait encore plus beau s'il était injuste. Or, visiblement, vous nous le dites et vous avez tous les éléments qui permettent de l'affirmer, on était bien en présence de, peut-être pas tout à fait d'un fou, mais d'un semi-dément, en tout cas. Bon, de quelqu'un de très, très, très déstabilisé. Mais, disons-le aussi, la figure de Philippe II prête à critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas un personnage, j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ça, mais c'est pas un personnage très sympathique, le roi Philippe, quand même. Moi non, vous ne me choquerez pas, mais vous risquez de choquer certains Espagnols. Voilà. Oui. C'est un très grand roi, indéniablement. Et il faut dire aussi que la figure de Philippe II a beaucoup souffert de ce qu'on a appelé au début du XXe siècle, on a créé la formule à ce moment-là, la légende noire anti-philippine. C'est-à-dire qu'il est toujours habillé en noir. Déjà, oui, mais attention, justement, c'est à partir de cette année qu'on a appelé l'annus horribilis à juste titre, c'est l'année la plus sombre sur tous les plans, politiques et personnels du règne de Philippe II. À partir de cette année-là, le caractère du roi aussi va changer, car ces coups répétés vont... L'annus horribilis, c'est celle de la mort de Don Carlos. Oui, 1568, exactement, parce que beaucoup de choses... Et la mort de la reine également, oui. Le 3 octobre. Donc il est certain que l'image que beaucoup connaissent d'un Philippe II toujours vêtu de noir, extrêmement sombre, etc., reclus dans l'Escorial, est postérieure. C'est ça.
C'est une image qui a largement été forgée par ses ennemis aussi, il faut le dire. Tout à fait. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est de voir précisément que cet événement de la mort du prince héritier, avec tout ce qui l'entourait et tout ce qu'elle supposait également, va devenir une arme politique redoutable entre les mains de ses ennemis. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que Philippe II, nous le savons par des documents dignes de foi, s'en était ouvert à ses plus proches et à ses conseillers, au duc d'Albe et à d'autres, en disant qu'il redoutait, lorsque le prince était quasiment à l'agonie, il redoutait de le voir mourir, car, disait-il, on ne manquera pas de lui imputer la mort de son fils. Lui-même en avait conscience. Alors, la récupération s'est faite très rapidement dans les Pays-Bas. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire chez les rebelles, en fait. Oui, autour de Guillaume d'Orange. Oui, bien sûr. Puisque, c'est-à-dire ce qui va devenir la Hollande, après, bien entendu, l'indépendance. Guillaume d'Orange répond à l'édit de bannissement qui a été publié en 1580 par ordre de Philippe II. Il répond par un texte redoutable qui s'appelle l'Apologie. Alors, c'est pas l'apologie du roi, c'est l'apologie du prince Guillaume d'Orange. Et dans ce texte qui est un pamphlet d'une férocité presque insoutenable à la lecture. C'est la haine à l'état brut. Ah, tout à fait. Et voilà ce qu'il a écrit en quelques lignes. On avait reproché au prince d'Orange d'avoir épousé en troisième noces, alors que sa seconde femme était encore en vie, une jeune fille qui ex-abbesse défroquée, si on peut dire. Voici ce qu'a écrit donc Guillaume d'Orange. Celui donc qui a épousé sa nièce, donc la quatrième épouse donc de Philippe II, ose me reprocher mon mariage. Celui qui, pour parvenir à un tel mariage, a cruellement meurtri sa femme, fille et sœur des rois de France. Si donc nous disons que nous rejetons le gouvernement d'un tel roi incestueux parricide et meurtrier de sa femme, qui nous pourrait accuser justement? Car quant à Don Charles, donc Don Carlos, n'était-il pas notre seigneur, futur et maître présomptif? Oui, donc on voit très bien la démarche rhétorique qui consiste évidemment à embellir l'image de Don Carlos pour avilir d'autant plus celui qui est présenté comme son meurtrier. Là, on est bien dans l'instrumentation politique. Pure et simple. Donc il ne faut pas être la victime évidemment de cela. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui, eux, sont des éléments concrets, tangibles. Nous y venons ensemble dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un extrait de la version française de l'opéra de Verdi Don Carlo. La version française était signée Roberto Alagna. C'est la voix d'Alagna qu'on entend là, qui est sublime. Alors, il faut peut-être revenir un instant sur l'argument de cet opéra, et ça explique aussi peut-être en partie la diffamation, si je puis dire, dont est victime le roi Philippe II. C'est que c'est trop beau pour être vrai. Un vieux roi qui pourrait être jaloux de sa propre épouse, ancienne fiancée de son fils, et qui veut les punir tous deux. C'est une scène tragique, c'est une scène romantique, c'est tout ce qu'on veut. C'est trop beau pour que les auteurs de théâtre et d'opéra n'en profitent pas, Michel Escamilla. Hein. Un vieux roi, il a 39 ans. Oui, enfin un vieux roi dans l'opéra, je précise, bien sûr. Oui. Alors évidemment, ce que vous nous dites, c'est que la vérité historique est tout autre, bien entendu. Oui, d'ailleurs, la filiation entre ce que nous venons d'évoquer, l'apologie de Guillaume d'Orange, va inspirer en 1672 à un auteur assez peu connu en général, l'abbé de Saint-Réal. Il va faire un roman historique, entre guillemets, Don Carlos. Et c'est à partir de ce texte-là, je passe toutes sortes d'auteurs anglais, etc. Schiller va construire son propre drame. Don Carlo, justement, il va en faire un plaidoyer, comme chacun sait, pour la liberté de conscience. Donc là, est très dichotomique d'ailleurs, et extrêmement... un peu manichéen, disons-le. Très manichéen, en effet, magnifique, c'est certain, mais aussi maléfique, si je peux dire, pour la vérité historique. Et c'est de Schiller que s'inspire
Verdi. Alors je disais à l'instant qu'il y a néanmoins un certain nombre de faits qui, eux, sont indéniables. D'abord, l'arrestation et la séquestration de l'infant d'Espagne. Ça, c'est incontestable, c'est historique. Tout à fait. Si je vous voulais, je dirais que entre les certitudes et les incertitudes, au niveau des certitudes, ce qui est scientifiquement avéré, on peut dire, dans la personnalité, la conduite de l'enfant, etc. Les hésitations du roi et la décision de l'arrêter pour l'empêcher de fuir d'abord, et de commettre des actes qui pourraient être dangereux. De commettre des actes qui pourraient être dangereux, pour les autres ou contre lui-même d'ailleurs. Et d'éventuelles intelligences avec l'ennemi. La raison de cette détention, elle est avérée. Aucun espoir d'amélioration de la situation mentale de son fils et le danger donc il représente pour la monarchie, surtout après la mort du roi. Est-il vrai que c'est bien le roi lui-même qui, avec les Grands d'Espagne, est entré dans les appartements de son fils? Pas avec les Grands d'Espagne, avec le Conseil d'État. Oui. Avec 4 membres du Conseil d'État et des personnalités, je n'ai pas le temps d'en parler, mais qui sont véritablement d'une honnêteté. Le but, c'était d'avoir des témoins de ce qui se passait, en fait. Ah oui, hein, mais c'est ça. Si vous voulez, oui, c'est la raison d'État qui Mais vient arrêter l'enfant, ce n'est pas le père. C'est vraiment c'est bien le roi. Oui, c'est ça. Donc d'ailleurs certains disent que à la question de qui va là du prince, le roi répondit El Consejo de Estado. Le Conseil d'État. Oui, donc il était en quelque sorte escalité. Il était en fonction lorsqu'il vient arrêter son fils. Absolument. Quelles sont les conditions de la détention de Carlos? Alors, cela se passe dans l'Alcázar, qui a été détruit par un incendie au début du XVIIIe siècle, à Madrid, et non pas, comme certains pensent, à l'Escorial, qui est en construction à ce moment-là. Oui. Il n'y a que le monastère. C'est dommage entre nous. On aimerait bien imaginer ces scènes-là dans le cadre grandiose, austère et sublime de l'Escurial. L'Alcázar n'était pas mal. C'est pas mal non plus, oui. Étant donné que c'était tout de même, un édifice qui remontait au XIVe siècle, qui avait été restauré, certes. Donc, le prince a été ensuite transféré dans une tour avec une seule fenêtre et une seule porte, évidemment, et étroitement gardé, mais il n'est pas non plus dans un cul de basse-fosse. Il est loin d'être dans un cachot, il faut le dire. Non, il n'est pas dans un cachot. Il a du personnel autour de lui. On a retiré évidemment tout le personnel qui lui était familier, et il est gardé étroitement par des Grands d'Espagne. Est-ce qu'on peut imaginer que ce traitement très rigoureux, néanmoins, a encore aggravé l'état du prince? Alors c'est ce que certains imaginent, oui, parce que le fait d'être enfermé, vraiment, lui était insupportable. Et surtout de voir tous ses plans déjoués. C'est-à-dire qu'il était quand même sans doute victime de ce qu'on appellerait nous une paranoïa. Il était convaincu que le monde entier lui en voulait. Absolument. Et là, d'un seul coup, on l'enferme, on le prive de ses familiers, etc. On peut comprendre que la paranoïa devienne aiguë, en quelque sorte. Quel était le régime, et notamment le régime alimentaire du prince à ce moment-là? Est-ce qu'on le sait, ça, justement? Oui, justement, on sait, on a même le récit très précis de son dernier jour, et de la façon dont il est mort, par le témoignage de Fourquevaux. On dit que ce jour-là, il a demandé qu'on lui fasse un pâté de perdrix, avec 4 perdrix. Il a avalé, après avoir beaucoup mangé, il a avalé le pâté en entier avec la croûte précise, les témoins qui entouraient le pâté, qui était très épicé. Il a été pris d'une soif, mais les spécialistes qui se sont penchés sur son cas pensent qu'il souffrait de malaria permanente aussi. Donc il a bu des quantités d'eau absolument glacée. Il a eu une indigestion épouvantable. Ça a déclenché... Puisqu'on savait qu'il était quand même un petit peu parti, oui. Comment expliquer qu'on n'ait pas essayé de réguler un peu justement cette espèce d'appétit démentiel, ou qu'on ne l'ait pas raisonné, tout simplement qu'on lui ait quand même fourni de l'eau à la glace? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je suis pas en train de dire qu'on l'a empoisonné là, mais est-ce qu'on ne l'aurait pas laissé s'empoisonner, si je puis dire, d'une certaine manière? Justement, nous avons un texte très intéressant à ce propos, qui est le témoignage du secrétaire d'État Gabriel de Zayas, qui s'en explique auprès des ambassadeurs, où il dit on pourra nous dire que, et c'est exactement ce que vous venez de dire, mais si nous avions ainsi procédé, cela aurait déclenché des conséquences pires encore pour sa santé, et ce qui est plus regrettable encore pour son âme, dit-il. Et décidément, on n'a pas pu faire plus et mieux pour, disons, l'empêcher soit de jeûner. Il avait quand même jeûné 11 jours, dit-on, avant de mourir. Et d'un seul coup, il a fait cette espèce de bombance. Voilà. Oui.
C'est assez quand même. On pourrait penser qu'un organisme n'y survit pas. Ce n'est pas une maladie d'une certaine manière. C'est ce qu'on appellerait une terrible indigestion, tout simplement, dont il aurait pu mourir. Oui, sur un organisme extrêmement affaibli, ça on le sait, même bien avant sa détention. Et déjà un peu débile, il faut bien le dire, physiquement. On a relevé également qu'il se mettait souvent à la fenêtre, quasiment nu, par un vent glacial. Et c'est très curieux parce que vous avez évoqué la sa grand-mère, la reine Jeanne, la mère de Charles Quint, et dont on connaît très en détail la vie à Tordesillas, dans la forteresse. Elle faisait un peu le même genre de choses. Il y a un parallélisme vraiment poignant entre les deux cas. On peut dire d'une certaine manière qu'indirectement, Don Carlos aura alors été victime de la consanguinité et de ce sang assez malsain des Habsbourg d'Espagne. Tout à fait. D'ailleurs, le grand historien Geoffrey Parker, qui est, je crois, le grand maître en la matière actuellement, a calculé très scientifiquement qu'en fait, Don Carlos avait au niveau de la consanguinité était l'équivalent d'un inceste entre père et fille, ou mère et fille, à ce niveau-là, ou entre sœurs et frères. Voilà. Oui. Donc c'est dire. Mais il n'était pas véritablement viable. Alors, on ne peut que s'inquiéter de ce qu'aurait pu être son règne. Imaginons que, pour une raison ou une autre, le roi Philippe II soit mort. Est-ce que Don Carlos serait devenu roi d'Espagne ? Absolument, car il avait été en 1560, d'ailleurs, dans la foulée du mariage avec la princesse Élisabeth de France, il avait été reconnu comme héritier par les Cortés, ce qui est fondamental en Espagne. Donc ça veut dire qu'on aurait eu un roi fou comme nous avons eu en France avec Charles VI. Ça aurait été un peu le même genre de situation. D'où l'inquiétude, bien sûr, de Philippe II et son souci de finalement, poussé par la raison d'État, de mettre cet héritier hors de nuire, en quelque sorte. Et la décision qu'il a prise de l'enfermer à vie, parce que c'est finalement ça. Et cette décision aboutit indirectement aux excès que l'on a dit, à la mort donc de Don Carlos. Comment la cour d'Espagne va-t-elle présenter cette mort ? Vous nous parlez du discours du grand chambellan aux ambassadeurs ou d'un ministre important aux ambassadeurs. Comment est-ce qu'on présente les choses ? Est-ce qu'il y a une version officielle ? Oui, bien sûr, il y a une version officielle, mais il y a aussi beaucoup de rumeurs. C'est comme toutes les cours, mais la cour d'Espagne bruisse d'intrigues et de rumeurs, c'est évident. Il y a aussi cette espèce de secret qui entoure bien sûr toute cette affaire qui peut se comprendre parfaitement. On ne va pas mettre sur la place publique un tel malheur. Donc beaucoup d'hypothèses ont déjà circulé. Finalement, les rumeurs sont parties de la cour elle-même. On a fait beaucoup de bruit autour de la rivalité père-fils pour épouser donc Élisabeth de Valois, justement. Il serait peut-être plus intéressant, finalement, d'aller sonder le véritable drame. C'est le divorce intime qui a dû s'opérer au sein même de la personnalité de Philippe II, entre le roi, intraitable et soumis à une raison d'État que chacun peut comprendre, et le père qui, lui, évidemment, devait souffrir. D'ailleurs, il a été très malheureux de la mort de son fils, il faut le dire. Oui, absolument. Malheureux pour de multiples raisons, sur le plan personnel, sur le plan politique également, car il mesurait déjà l'usage qu'on allait en faire, et puis aussi l'inquiétude énorme. Il a une quarantaine d'années, mais enfin, à l'époque, c'est déjà un âge relativement avancé, et finalement, la succession n'est pas véritablement assurée. Or, n'oublions quand même pas que la monarchie espagnole, plus exactement, de Philippe II, c'est quelque chose de comparable aux États-Unis du XXe siècle en puissance. C'est la superpuissance. L'Escorial a été qualifié de Maison Blanche du XVIe siècle. C'est ça, oui. Donc, il faut bien mesurer ce que cela représentait. Évidemment, assurer la succession était fondamental, d'où le 4e mariage qu'il sera amené à faire avec, là encore, une fiancée, une promise de son fils, Anne d'Autriche, sa nièce. En vous entendant parler de cette Maison Blanche du XVIe siècle, Michel Escamilla, j'aimerais donner à nos auditeurs 2 conseils. Un peu difficile à suivre, c'est celui d'aller visiter toute affaire cessante cet extraordinaire endroit. Je ne parle pas seulement du monument lui-même, du monastère palais, mais également de tout l'environnement de cet Escurial, San Lorenzo de Escorial, à côté de Madrid, qui est une véritable merveille. Et puis un conseil très facile à suivre, et je suis sûr qu'ils seront nombreux à le faire, c'est d'aller lire votre ouvrage Le siècle d'or de l'Espagne, publié chez Talandier. Merci beaucoup. Et dans un instant, Franck, pour le retour aux origines, nous nous éloignons pas trop du sujet du jour puisque vous nous expliquerez pourquoi l'orange est la couleur symbolique des Pays-Bas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui,
aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Pierre sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Il voudrait savoir pourquoi la couleur orange est aujourd'hui le symbole des Pays-Bas. Eh bien voilà, justement une question qui nous ramène au XVIe siècle et dans l'Espagne du siècle d'or, puisqu'on est exactement dans le contexte que nous évoquions tout à l'heure, cette révolte des Pays-Bas espagnols contre la couronne de Castille. Et cette révolte, elle est menée par un prince protestant dont nous parlions justement, Guillaume d'Orange, comte de Nassau. En 1568, il profite justement de tous les malheurs de l'Espagne pour conduire le soulèvement des 7 provinces du Nord contre le roi Philippe II. Et vous savez que cette guerre, elle va durer 80 ans jusqu'en 1648. Or, le drapeau du prince, pour des raisons évidentes qui sont liées au nom même de la famille, de la maison d'Orange, le drapeau est à 3 bandes horizontales, le bleu, le blanc et l'orange. Alors, il se trouve que pour des raisons qui sont des raisons de visibilité sur les champs de bataille et surtout en mer, la bande orange va être peu à peu remplacée par une bande rouge. Mais vous savez que pendant longtemps, les 2 drapeaux, notamment à partir du moment où la famille d'Orange-Nassau est rétablie sur le trône en 1814, après la chute de Napoléon, les 2 drapeaux, bleu, blanc, rouge et bleu, blanc, orange, sont maintenus aux Pays-Bas. C'est seulement en 1937 qu'on a opté définitivement pour le rouge. Quant à l'orange, il reste la couleur hollandaise par excellence. Allez à la fête du roi, vous verrez, tout est en orange.